Au tribunal, ma tante a exigé 50 000 € pour m'avoir élevé. Mais le juge, après avoir lu sa facture, a demandé, et les 190 000 € d'aide sociale que vous avez touchés? La salle a éclaté dans un grand tumulte. Je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans, et je suis une infirmière fraîchement diplômée avec de grands rêves. Quand ma mère est décédée il y a 13 ans, j'ai emménagé chez ma tante Sophie, qui me rappelait constamment que j'étais un fardeau financier. L'enveloppe que j'ai reçue après ma remise de diplôme n'était pas une carte de félicitations, mais une facture détaillée de 50 000 € pour les frais engagés pour m'élever. Aujourd'hui, assise dans cette salle d'audience alors que ma propre tante me poursuit en justice pour les dépenses de mon enfance, je me demande comment la vie nous a menés ici. Avant que tout ne s'effondre, mon enfance était remplie de chaleur et d'amour. Maman, Amandine, m'a élevé seule après le décès de papa quand je n'avais que 3 ans. Bien que l'argent soit rare dans notre petit appartement de 3 pièces, maman s'assurait toujours que je ne sente jamais que nous étions en difficulté. Elle faisait de longues gardes en tant qu'infirmière à l'hôpital Saint-Louis, rentrant à la maison avec des histoires sur comment elle sauvait des vies et faisait une différence dans les moments les plus sombres des gens. Ces histoires ont planté la graine de mon propre rêve de devenir infirmière un jour. Chaque week-end était notre moment spécial ensemble. Nous faisions des crêpes le samedi matin, l'odeur de vanille et de chocolat remplissant notre petite cuisine. Les dimanches après-midi étaient consacrés à la visite du parc local, à nourrir les canards à l'étang ou à parcourir des livres à la bibliothèque. Maman disait toujours, « Amélie, l'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever », tout en m'aidant à faire mes devoirs sur la table de la cuisine. Les murs de notre appartement étaient couverts de mes œuvres d'art et de mes certificats scolaires. Maman gardait absolument tout, les affichant fièrement comme de précieuses pièces de musée. Quand je ramenais de bonnes notes, elle les collait sur le réfrigérateur avec des aimants en forme de fruits et dansait dans la cuisine pour célébrer. Pour mon 10e anniversaire, maman m'a surprise avec une trousse médicale pour enfants. Je transportais cette chose partout, prenant la température de mes animaux en peluche et écoutant le rythme cardiaque de maman avec le stéthoscope en plastique. « Tu en porteras un vrai un jour », disait-elle, ses yeux plissés de fierté. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Maman travaillait des gardes supplémentaires pendant les vacances pour m'offrir des matinées de Noël et des anniversaires spéciaux. Elle m'a appris à apprécier ce que nous avions plutôt que de désirer ce que nous n'avions pas. La gratitude rend n'importe quelle vie riche, me rappelait-elle quand je me plaignais parfois de ne pas avoir les derniers jouets ou des vêtements chics comme certains de mes camarades. Tout a changé l'été de mes 12 ans. Maman a commencé à rentrer du travail épuisée, plus que sa fatigue habituelle. Au début, elle mettait ça sur le compte des gardes supplémentaires, mais quand elle a commencé à perdre du poids rapidement et à développer une toux persistante, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je la surprenais à grimacer de douleur quand elle pensait que je ne regardais pas, à prendre des analgésiques quand elle pensait que j'étais endormi. Le jour où elle est finalement allée chez le médecin, j'ai attendu dans l'appartement de notre voisine, Madame Bernard, en travaillant sur un projet de science, mais incapable de me concentrer. Quand maman est revenue, son visage m'a tout dit avant même qu'elle ne prononce un mot. Stade 4, cancer du poumon, terminal, 6 mois à 1 an. Ces mots ont percuté notre petit monde heureux comme un boulet de démolition. Maman a essayé de maintenir une normalité, mais nos rôles se sont lentement inversés. J'ai commencé à préparer le dîner, à faire la lessive et à l'aider à se coucher quand elle était trop faible pour marcher. Je tenais un carnet de son programme de médicaments, devenant farouchement protectrice de son énergie déclinante. L'école est devenue secondaire alors que je me transformais en gardienne de ma mère. Mes épaules de 12 ans portaient le poids des courses, des tâches ménagères et de la terreur grandissante de ce qui allait arriver. Mes amis ont cessé d'appeler car je ne pouvais plus sortir. Mais je m'en fichais. Chaque moment avec maman est devenu précieux, mesuré, fini. L'infirmière des soins palliatifs a commencé à venir quotidiennement quand maman ne pouvait plus sortir de son lit. Je m'asseyais à côté d'elle, lui lisant ses livres préférés ou simplement tenant sa main de plus en plus frêle. « Tu es si forte, Amélie », murmurait-elle. « Promets-moi que tu continueras. Que tu continueras à briller après mon départ. » Un mardi matin tranquille, à peine 3 semaines après mon 13e anniversaire, maman a rendu son dernier souffle alors que je lui tenais la main. L'infirmière des soins palliatifs m'a trouvé assise là 1 heure plus tard, incapable de la lâcher. Le monde ne m'avait jamais semblé aussi vide, aussi vaste, aussi terrifiant. Les funérailles furent un flou de vêtements noirs et de regards apitoyés. Je suis resté là, engourdi, alors que des gens que je reconnaissais à peine me serraient dans leurs bras et murmuraient des platitudes sur le fait que ma mère était dans un monde meilleur.
Quel endroit pourrait être meilleur qu'ici, avec moi? C'est à ce moment-là que tante Sophie est apparue. La sœur cadette de ma mère avait toujours été distante, ne nous rendant visite que lors de rares vacances avec des cadeaux coûteux et des conversations limitées. Maintenant, elle se tenait à côté de moi aux funérailles, sa main sur mon épaule, disant à tout le monde comment elle prendrait soin de sa pauvre nièce orpheline. L'assistante sociale a rencontré Sophie et ma grand-mère âgée, qui vivaient dans une résidence pour seniors et ne pouvaient pas me prendre. Il a été décidé que j'emménagerais avec Sophie, son mari Jacques et leur fille Camille. Sophie semblait attentionnée et concernée devant les assistantes sociales, promettant de me donner un foyer aimant pendant cette transition difficile. En emballant mon enfance dans des boîtes, j'ai trouvé une lettre que maman m'avait écrite, glissée dans mon livre préféré. Souviens-toi de qui tu es, Amélie. La vie te lancera des tempêtes, mais tu as la force de toutes les surmonter. Je t'aimerai toujours, même quand tu ne pourras plus me voir. J'ai plié cette lettre dans ma poche, jeté un dernier regard à notre appartement et suis entré dans ma nouvelle vie, inconsciente des défis qui m'attendaient. Le trajet jusqu'à la maison de tante Sophie a duré près de 3 heures, laissant derrière moi tout ce qui m'était familier. Chaque kilomètre augmentait le vide dans ma poitrine alors que je regardais ma ville natale disparaître dans le rétroviseur du SUV de luxe de Sophie. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le voyage, commentant occasionnellement à quel point ma vie serait différente maintenant, à quel point les choses seraient meilleures dans leur quartier. Sophie et oncle Jacques vivaient dans une impressionnante maison de maître avec des colonnes blanches immaculées et une pelouse parfaitement entretenue. Ma cousine Camille, 15 ans et d'un aplomb incroyable, nous a accueillis avec un sourire répété qui n'atteignait pas ses yeux. Oncle Jacques, un grand homme avec une expression perpétuelle de léger désintérêt, m'a brièvement souhaité la bienvenue avant de retourner à son bureau. Ce sera ta chambre, a dit Sophie, ouvrant la porte d'un espace au bout du couloir, loin des autres chambres. Les murs étaient d'un blanc austère, le mobilier basique et clairement de seconde main par rapport aux aperçus que j'avais eus de la chambre de Camille avec ses murs roses et ses meubles sur mesure. On pourra y ajouter de la couleur plus tard, peut-être, a-t-elle ajouté après coup. Ce premier soir, Sophie a préparé un dîner spécial, et tout le monde a eu une conversation polie. Oncle Jacques m'a interrogé sur mes centres d'intérêt, et Sophie a même partagé quelques souvenirs de ma mère de leur enfance. Pendant un instant, j'ai osé espérer que peut-être cet arrangement fonctionnerait. Le changement s'est fait progressivement. À la fin de ma première semaine, Sophie m'avait présenté des règles de la maison qui ne semblaient pas s'appliquer à Camille. J'avais un couvre-feu strict, un temps limité dans la salle de bain, des heures d'études désignées et une liste de corvées qui s'allongeait chaque jour. Dans cette maison, tout le monde contribue, a expliqué Sophie en me tendant une brosse de toilette. Pendant ce temps, Camille se prélassait au bord de leur piscine, ses propres corvées mystérieusement inexistantes. Mes affaires, qui avaient rempli notre appartement, semblaient maintenant maigres, éparpillées dans la chambre d'amis. Sophie avait fouillé mes boîtes avant que je puisse déballer, mettant de côté les vêtements qu'elle jugeait trop usés ou inappropriés. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit « Nous avons un certain standing dans ce quartier, Amélie. Tu représentes notre famille maintenant. » L'école fut un autre ajustement. Mes dossiers scolaires ont été transférés, mais rien d'autre. Pas d'amis, pas d'histoire, pas de professeurs qui connaissaient mes capacités. J'ai été placé dans des classes standards malgré avoir été dans des programmes avancés dans mon ancienne école. Quand j'en ai parlé à Sophie, elle a balayé mes préoccupations. Ne nous emballons pas. Tu as vécu un traumatisme. Il vaut mieux y aller doucement. La première fois que j'ai vraiment compris ma place dans cette maison, ce fut lors de l'achat des fournitures scolaires. Camille a reçu un nouvel ordinateur portable, un sac à dos de marque et tout le matériel haut de gamme. On m'a donné un classeur en plastique, des cahiers de base et des stylos du magasin à bas prix. Nous devons faire attention aux dépenses, a dit Sophie en voyant mon expression. Ta mère n'a pas laissé grand-chose pour tes soins. Cette nuit-là, j'ai entendu Sophie et Jacques se disputer à travers les murs fins. Les allocations de la sécurité sociale couvrent à peine les dépenses supplémentaires, portait la voix de Sophie. Sais-tu combien mangent les adolescents? Combien coûtent leurs activités? C'est la famille, Sophie, répondit Jacques, sa voix fatiguée, résignée. Une famille qui nous coûte cher. Amandine a toujours été irresponsable, ne planifiant pas mieux pour sa fille. J'ai enfoui mon visage dans mon oreiller, les larmes le traversant tandis que je serrais la lettre de ma mère. Les commentaires sur l'argent sont devenus une caractéristique régulière de la vie avec Sophie. Si mes vêtements devenaient trop petits, si j'avais besoin de fournitures scolaires,
ou même si je mangeais ce qu'elle jugeait trop au dîner, on me rappelait le fardeau financier que je représentais. « Sais-tu combien coûtent les appareils dentaires ?» a-t-elle marmonné lorsque le dentiste les a recommandés. Nous sommes partis sans prendre de rendez-vous pour les soins orthodontiques. Les dossiers de candidature pour l'université coûtent 70 € chacun, s'est-elle plainte lorsque j'ai ramené des informations sur les universités avec des programmes de soins infirmiers. Peut-être qu'un IUT serait plus approprié à ta situation. Le contraste entre mon traitement et celui de Camille est devenu plus prononcé. Camille a reçu une voiture pour son 18e anniversaire. On m'a dit que je pouvais trouver un travail pour économiser pour mon propre moyen de transport. La chambre de Camille était redécorée selon les saisons. Mon couvre-lit était le même bleu délavé depuis mon arrivée. Camille suivait des cours de danse, s'entraînait au handball et suivait des cours de préparation au bac. On m'a dit que de tels extras n'étaient pas dans le budget pour moi. Oncle Jacques a été témoin de tout cela avec une acceptation passive. Parfois, il me glissait 20 € ou proposait de me conduire quelque part quand Sophie refusait, mais il ne contestait jamais directement son traitement envers moi. Ta tante est sous beaucoup de pression, disait-il, comme si cela expliquait tout. Pendant tout ce temps, le souvenir de la chaleur de ma mère est devenu à la fois un réconfort et une torture. Je fermais les yeux la nuit et essayais de me souvenir du son de son rire, de la sensation de sa main caressant mes cheveux. Ces souvenirs m'ont soutenu à travers la froideur de Sophie, la cruauté désinvolte de Camille, et la prise de conscience croissante que je n'étais pas désiré dans cette maison. J'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque de l'école, me portant volontaire pour toute activité qui me tenait éloigné du regard critique de Sophie. J'ai rejoint des groupes d'études, aidé les professeurs après les cours et découvert que la réussite scolaire pouvait être une forme d'évasion. Si je ne pouvais pas avoir d'amour, je pouvais au moins avoir la réussite. Un soir, en nettoyant la cuisine, comme l'exigeait ma liste de corvées, j'ai accidentellement renversé le sac à main de Sophie. En ramassant le contenu renversé, j'ai trouvé une lettre de la sécurité sociale adressée à Sophie en tant que ma tutrice. Elle faisait référence à des prestations mensuelles de survivants déposées pour mes soins. Le montant était substantiel, bien plus que ce que Sophie avait laissé entendre qu'elle recevait. Cette nuit-là, j'ai soigneusement replacé la photo de ma mère sur ma table de chevet, celle que Sophie m'avait suggéré de ranger pour aider au processus de deuil. J'ai regardé les yeux souriants de ma mère et j'ai fait une promesse silencieuse. J'endurerai. Je réussirai. Et un jour, je m'échapperai. Le lycée a apporté de nouveaux défis mais aussi des opportunités inattendues. Malgré le mépris de Sophie pour mon potentiel académique, je me suis battu pour être placé dans des classes d'excellence et j'ai rapidement prouvé que j'y avais ma place. Mes professeurs de sciences ont particulièrement remarqué mon aptitude. Et en deuxième année, j'avais rejoint le club des sciences de la santé, le premier pas vers mon rêve de suivre les traces de ma mère. Encore une réunion de club, demandait Sophie avec une irritation à peine voilée. Je suppose que tu auras besoin d'argent pour ça aussi. Je ne demandais plus jamais d'argent. Au lieu de cela, j'avais décroché un emploi à temps partiel à la pâtisserie des Lilas, 3 après-midi par semaine et toute la journée du samedi. La propriétaire, Madame Garnier, est devenue un rayon de soleil dans ma vie, me glissant des pâtisseries supplémentaires à la fermeture et ajustant mon horaire pendant les périodes d'examen. Mon premier salaire ressemblait à la liberté entre mes mains jusqu'à ce que Sophie me coince dans la cuisine. Maintenant que tu gagnes un revenu, tu devras contribuer aux dépenses du ménage, annonça-t-elle, la main tendue. 300 € par mois semble juste pour le gîte et le couvert. Le montant représentait près de la moitié de mes revenus, mais je l'ai donné sans discuter. Me battre contre Sophie ne faisait qu'empirer les choses, comme je l'avais appris par une expérience douloureuse. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu Sophie dire à oncle Jacques comment elle apprenait à Amélie la responsabilité financière en percevant un loyer. Camille, maintenant en terminale et reine autoproclamée de l'école, s'assurait que tout le monde sache que j'étais sa cousine de charité. Elle répandait des histoires sur la mort de ma mère, embellissant les détails pour un maximum de pitié ou parfois de moquerie, selon son public. Quand des garçons s'intéressaient à moi, elle les mettait en garde contre mon contexte familial instable et mes probables problèmes émotionnels. Un mardi pluvieux de ma première, je suis resté tard pour rattraper un laboratoire de chimie. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai réalisé que j'avais manqué le dernier. Alors que je me résignais à une marche de 8 km sous l'averse, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Madame Jacquet, ma professeure de spécialité SVT, a baissé sa vitre. Amélie, monte avant de te noyer. Pendant le trajet,
Madame Jacquet a posé des questions sur mon intérêt pour la médecine, mes habitudes d'études, mes plans après le lycée. Quand elle s'est arrêtée devant la maison de Sophie, elle a hésité avant de dire « Tu sais, tu me rappelles moi-même à ton âge, déterminé, concentré, malgré les obstacles. » Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux brusquement. Madame Jacquet a souri doucement. Ma porte est toujours ouverte si tu as besoin de parler de quoi que ce soit. 2 semaines plus tard, après que Sophie eut confisqué la moitié de mon salaire pour les services publics que j'utilisais excessivement, je me suis retrouvé dans la salle de classe de Madame Jacquet pendant le déjeuner. Les mots sont sortis de moi, la manipulation financière, la négligence émotionnelle, la lettre de la sécurité sociale que j'avais trouvée. Madame Jacquet a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus troublée. As-tu envisagé que ta tante puisse utiliser à mauvais escient des fonds destinés à tes soins, a-t-elle finalement demandé. L'idée m'avait traversé l'esprit, mais l'entendre d'un adulte lui donnait de la légitimité. Que puis-je faire? Je suis mineur. C'est ma tutrice. La réponse de Madame Jacquet a tout changé. Commence à documenter, garde des dossiers, et cherchons des options de bourse qui pourraient te faire sortir de là après le diplôme. Avec les conseils de Madame Jacquet, j'ai commencé à rechercher obsessionnellement des bourses en soins infirmiers. J'ai rejoint tous les clubs qui pourraient renforcer mes candidatures, fait du bénévolat à l'hôpital local le dimanche et maintenu des notes parfaites malgré près de 20 heures de travail par semaine. Un soir, en cherchant une agrafeuse dans le bureau d'oncle Jacques, j'ai découvert un dossier étiqueté à mon nom. À l'intérieur se trouvaient des années de relevés de la sécurité sociale montrant des dépôts mensuels de plus de 1 000 € pour mes soins. Près de 60 000 € avaient été versés à Sophie depuis la mort de ma mère. Pourtant, je portais des vêtements de seconde main, manquais de fournitures scolaires de base et on me faisait sentir coupable pour chaque bouchée de nourriture que je consommais. J'ai photographié les documents avec des mains tremblantes, puis j'ai tout remis soigneusement en place. Cette nuit-là, j'ai envoyé les photos par email à Madame Jacquet et à moi-même sur mon adresse email de l'école, créant des preuves que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. L'année de terminale est arrivée avec les candidatures universitaires et la détermination silencieuse de m'échapper pour toujours de la maison de Sophie. Madame Jacquet m'a aidé à postuler pour toutes les bourses disponibles, corrigeant mes essais pendant les pauses déjeuner et après l'école. Quand les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, Sophie les interceptait, présentant chacune avec des commentaires sur le fardeau des prêts étudiants et les attentes irréalistes. La percée est venue en avril, une bourse complète en soins infirmiers à l'université de Paris-Cité, incluant le logement, les repas et une allocation pour les livres. Quand la grosse enveloppe est arrivée, je me suis précipité pour vérifier le courrier avant Sophie, cachant la lettre sous mon matelas jusqu'à ce que je puisse lire son contenu en entier. Cette nuit-là, j'ai appelé Madame Jacquet avec la nouvelle, ma voix contenant à peine mon excitation. Je l'ai eue. Je suis libre. Ma cérémonie de remise de diplôme aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, Sophie s'est plainte du coût de ma toque et de ma toge, du gaspillage de commander des faire-part et de l'impraticabilité du programme de soins infirmiers que j'avais choisi. Camille, rentrée de sa première année dans une université privée coûteuse entièrement financée par ses parents, a levé les yeux au ciel tout au long du monologue de Sophie. J'ai balayé l'auditoire du regard pendant la cérémonie, déçu mais pas surprise de trouver vide la section où Sophie et Jacques auraient dû être assis. En acceptant mon diplôme, j'ai entendu une acclamation distincte venant du fond. Là se tenait Madame Jacquet aux côtés de Madame Garnier de la pâtisserie, toutes deux applaudissant sauvagement. Après la cérémonie, Madame Jacquet m'a tendu un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un stéthoscope professionnel, exactement comme celui que ma mère avait utilisé. La carte disait simplement, « Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. » Je sais que je le suis. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me suis senti vu, valorisé et soutenu. En rentrant chez Sophie ce jour-là, le diplôme à la main et le stéthoscope dans mon sac, je savais que je n'étais qu'à quelques semaines d'un nouveau départ. Le jour où j'ai emménagé dans ma résidence universitaire, c'était comme respirer de l'air frais après des années sous l'eau. L'université de Paris-Cité n'était qu'à 60 km de la maison de Sophie, mais cela aurait pu être une autre planète. Ma chambre était petite, avec des meubles institutionnels et des murs en parpaing, mais elle représentait quelque chose d'inestimable, l'indépendance. Ma colocataire, Jasmine, est arrivée avec ses parents, qui l'ont aidée à déballer des boîtes et à accrocher des guirlandes lumineuses de son côté de la chambre. Ils ont proposé de m'aider avec mes affaires aussi, mais toute ma vie tenait dans 2 valises et un sac à dos. Sophie m'avait déposé à l'entrée du campus, ne prenant même pas la peine de se garer.
Envoie un texto quand tu seras installé, avait-elle dit, mettant déjà la voiture en marche. Et souviens-toi, ta bourse ne couvre pas les vacances. Nous devrons discuter d'une compensation si tu prévois de rester avec nous pendant ces périodes. Jasmine et moi sommes devenus rapidement amis malgré nos origines différentes. Elle venait d'une famille aimante qui l'appelait tous les jours, lui envoyait des colis de soins et voulait sincèrement savoir comment se passaient ses cours. Quand elle a réalisé que je ne recevais jamais de tels appels ou colis, elle a commencé à partager les siens sans commentaire. Ma mère en envoie toujours trop de toute façon, disait-elle en divisant les biscuits ou les articles de toilette entre nous. La vie universitaire exigeait une concentration intense. Le programme de soins infirmiers était rigoureux avec des stages cliniques tôt le matin, des sessions d'études tard le soir et des examens pratiques sans fin. J'ai prospéré sous la pression, me souvenant du dévouement de ma mère envers ses patients. Pour couvrir les dépenses non incluses dans ma bourse, je travaillais au café du campus et prenais des gardes le week-end dans une maison de retraite voisine. Entre les cours, le travail et les études, j'avais à peine le temps de penser à Sophie, ce qui était exactement ce que je voulais. Moins de contact, mieux c'était. Pourtant, les vacances se profilaient sur le calendrier comme des nuages sombres. Avant les vacances de la Toussaint de ma première année, Sophie a appelé avec des attentes pour ma visite. Puisque tu ne contribues plus financièrement, nous aurons besoin d'une compensation pour ton séjour. 300 € pour la semaine semble juste. La nourriture n'est pas gratuite, Amélie. J'ai dégluti difficilement, calculant combien de gardes supplémentaires je devrais faire pour pouvoir rentrer à la maison pour les vacances. Jasmine, entendant ma partie de la conversation, a attendu que je raccroche avant de dire « Viens chez moi à la place ». Mes parents seraient ravis de t'avoir. Cette Toussaint est devenue la première de nombreuses fêtes passées avec la famille de Jasmine. Les Parker m'ont accueilli sans poser de questions, m'incluant dans les photos de famille et les traditions comme si j'avais toujours été là. Madame Parker, apprenant mes études en soins infirmiers, a partagé des histoires de sa propre carrière de kinésithérapeute. Monsieur Parker m'a appris à faire sa fameuse tarte tatin, se tenant à côté de moi dans la cuisine avec des instructions patientes. Quand Sophie a appelé à Noël pour demander quand j'arriverais avec mon paiement pour le gîte et le couvert, je l'ai informé que j'avais pris d'autres dispositions. Sa pause surprise a été suivie d'une inquiétude, non pas pour mon bien-être, mais pour le revenu perdu. Le semestre de printemps a apporté de nouveaux défis et opportunités. J'ai été accepté dans un programme accéléré qui me permettrait de terminer mon diplôme en 3 ans au lieu de 4. La charge de travail a considérablement augmenté, mais ma détermination aussi. Lors d'un salon de l'emploi sur le campus, j'ai rencontré David, un étudiant en médecine bénévole au stand de la santé. Grand, avec des yeux bienveillants et une confiance tranquille, il a entamé une conversation sur mon intérêt pour les soins infirmiers pédiatriques. Bientôt, nous nous retrouvions pour un café entre les cours, parlant pendant des heures de l'éthique des soins de santé, de la défense des patients et de nos parcours personnels vers la médecine. Mon père est chirurgien, a expliqué David lors d'un de nos cafés. Il s'attendait à ce que je suive exactement ses traces, mais je suis intéressé par la médecine familiale dans les communautés mal desservies. Nous sommes en désaccord à ce sujet depuis des années. Sa compréhension de la pression familiale a créé un lien entre nous qui s'est approfondi à chaque conversation. Quand j'ai finalement partagé toute l'histoire du traitement de Sophie, il a écouté sans jugement, puis a posé la question qui flottait dans mon esprit depuis des années. As-tu envisagé que ce qu'elle a fait pourrait être illégal ? Les allocations de la sécurité sociale pour les enfants survivants sont destinées à subvenir aux besoins de l'enfant, pas à compléter le revenu du tuteur. Pendant les vacances de Pâques de ma 2e année, au lieu d'accepter une autre invitation de la famille de Jasmine, je suis resté sur le campus pour faire des recherches. La bibliothèque presque vide est devenue ma 2e maison alors que je fouillais les sites web juridiques et les forums pour des situations similaires. Ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfaite. Les tuteurs qui détournent les prestations de survivants pourraient faire face à de graves conséquences juridiques, y compris des accusations de fraude. J'ai pris rendez-vous avec le bureau d'aide juridique de l'université, apportant des copies des relevés de la sécurité sociale que j'avais photographiés dans le bureau d'oncle Jacques. L'avocat étudiant qui a examiné mon cas est devenu de plus en plus sérieux alors que j'expliquais la situation. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, a-t-il finalement dit. C'est potentiellement criminel. Votre tante avait une responsabilité fiduciaire d'utiliser ces fonds pour votre bénéfice direct. Quelles sont mes options, ai-je demandé, le cœur battant. Vous pourriez déposer une plainte, éventuellement poursuivre le recouvrement des fonds, mais cela signifierait une action en justice contre votre tante.
Il a étudié mon visage. C'est une grande étape. Réfléchissez bien. J'ai quitté le bureau avec des ressources et des informations, mais sans décision claire. Cette nuit-là, j'ai appelé Madame Jacquet, qui était restée une mentor de confiance tout au long de mes années universitaires. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, a-t-elle conseillé. Concentre-toi sur tes études. Documente tout. Le délai de prescription te donne du temps. Ma 3e année a apporté des rotations cliniques qui ont cimenté ma passion pour les soins infirmiers. Travailler avec de vrais patients, en particulier des enfants, me rappelait quotidiennement pourquoi j'avais choisi cette voie. Mes professeurs louaient ma combinaison de compétences techniques et de compassion, des attributs que j'avais appris en regardant ma mère travailler. David et moi nous sommes rapprochés, nous soutenant mutuellement lors des examens et des sessions d'études nocturnes. Quand il m'a invité à rencontrer ses parents pendant les vacances d'été, j'ai accepté avec une légère appréhension. Contrairement à Sophie, le docteur et Madame Dubois m'ont accueilli chaleureusement, posant des questions réfléchies sur mes études et mes objectifs. Amélie a la meilleure moyenne de la promotion en soins infirmiers, a annoncé fièrement David pendant le dîner. Le docteur Dubois a levé son verre pour porter un toast. À l'excellence et à la compassion dans les soins de santé, le monde a besoin de plus de prestataires comme vous deux. Le contraste entre la famille de David et mon expérience avec Sophie ne pouvait pas être plus frappant. Cette nuit-là, allongé dans la confortable chambre d'amis de la maison des Dubois, je me suis enfin autorisé à reconnaître toute l'étendue de la trahison de Sophie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de me priver de l'amour et du soutien qu'un enfant mérite après avoir perdu son seul parent. À l'approche de la remise des diplômes, les offres d'emploi ont commencé à arriver grâce à mon dossier académique et aux recommandations élogieuses de mes superviseurs cliniques. J'ai accepté un poste à l'hôpital Necker enfant malade dans l'unité de soins intensifs pédiatriques avec un salaire de départ qui me fournirait enfin une véritable stabilité financière. 2 semaines avant la remise des diplômes, David m'a demandé en mariage lors d'un pique-nique au lac du campus où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. La bague en saphir vintage avait appartenu à sa grand-mère, a-t-il expliqué, qui la lui avait donnée avec sa bénédiction après m'avoir rencontré lors d'un dîner de famille. Tu n'as pas à répondre tout de suite, a-t-il dit, lisant mon expression choquée. Je sais que nous commençons tous les deux nos carrières et que le moment est compliqué. Je l'ai embrassé, les larmes coulant sur mon visage. Oui, absolument. Oui. La vie prenait enfin forme selon mes propres desseins, et non selon les restrictions ou les limitations de Sophie. Alors que je me préparais pour la remise des diplômes, pour mon nouveau travail, pour un avenir avec David, je croyais que le chapitre avec Sophie était clos. J'avais tort. Le jour de ma remise de diplôme s'est levé, clair et lumineux, une matinée de mai parfaite qui semblait symbolique de mon nouveau départ. Jasmine et moi nous sommes aidés mutuellement à enfiler nos toques et nos toges, prenant des dizaines de photos dans notre chambre une dernière fois. Les Parker sont arrivés tôt, apportant des fleurs et des étreintes. David et ses parents sont venus avec un sac cadeau contenant une belle nouvelle blouse de laboratoire avec Amélie Marchand, infirmière diplômée d'État brodée sur la poche. Alors que nous nous rassemblions devant l'auditorium, j'ai aperçu un trio inattendu s'approcher, Sophie, oncle Jacques et Camille, tous vêtus de ce que je reconnaissais comme leur tenue d'apparat. Le sourire de Sophie était large, mais n'atteignait pas ses yeux. Nous ne manquerions pour rien au monde le grand jour de notre Amélie, a-t-elle annoncé assez fort pour que les familles voisines entendent, en insistant possessivement sur le nôtre. Elle m'a fait la bise en chuchotant, nous devons parler après la cérémonie. Pendant toute la remise des diplômes, je pouvais sentir le regard de Sophie sur moi. Quand mon nom a été appelé, j'ai entendu sa voix s'élever au-dessus des autres. C'est ma nièce. Je l'ai élevée après la mort de sa mère. La cérémonie s'est terminée avec des toques volant dans les airs et des larmes de joie tout autour. Alors que les diplômés se dispersaient pour retrouver leur famille, Sophie m'a intercepté avant que je puisse atteindre les Parker et les Dubois. Nous t'avons apporté un cadeau de diplôme, a-t-elle dit, me pressant une enveloppe épaisse dans les mains. Ouvre-la maintenant. À l'intérieur ne se trouvait pas une carte, mais ce qui semblait être une facture méticuleusement détaillée sur le papier à lettres personnelles de Sophie. L'en-tête disait « Dépenses engagées pour l'éducation d'Amélie Marchand de 2012 à 2017 ». La liste était longue et détaillée. Gîte et couvert, 60 mois à 500 € par mois, 30 000 €. Vêtements et articles personnels, 4 850 €. Fournitures et activités scolaires, 3 275 €. Frais médicaux et dentaires, 1 520 €.
Transport et divers, 6 755 €. Le total en bas, encerclé en rouge, 50 000 €. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ma voix à peine audible au milieu du bruit de la fête. Une confrontation avec la réalité, répondit Sophie, son sourire ne faiblissant jamais pour le bénéfice des spectateurs. Maintenant que tu es officiellement une adulte avec une carrière, il est temps de rembourser ce que tu dois. Nous avons fait de nombreux sacrifices pour subvenir à tes besoins après que l'irresponsabilité de ta mère t'a laissé sans rien. Oncle Jacques avait l'air mal à l'aise, mais est resté silencieux. Camille a souri légèrement. Je ne te dois rien, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Le gouvernement vous a envoyé de l'argent tous les mois spécifiquement pour mes soins. Le sourire de Sophie se crispa. À peine assez pour couvrir les bases. Cette facture reflète les dépenses supplémentaires. Nous attendons des paiements mensuels, à commencer par ton premier salaire d'infirmière. Avant que je puisse répondre, David est apparu à mes côtés, sentant la tension. Tout va bien ici? Je l'ai présenté brièvement, observant l'expression de Sophie changer alors qu'elle remarquait sa posture confiante et la montre coûteuse qui le marquait comme venant d'une famille aisée. Juste une affaire de famille, dit Sophie doucement. Amélie comprend ses obligations. Ce soir-là, entouré des Parker, des Dubois et d'amis du programme de soins infirmiers lors d'un dîner de célébration, j'ai essayé de chasser la facture de Sophie de mon esprit. David, sentant ma distraction, a serré ma main sous la table. Quoi que ce soit, nous trouverons une solution ensemble, a-t-il murmuré. 3 jours plus tard, une lettre d'apparence officielle est arrivée dans mon nouvel appartement. Un cabinet d'avocats représentant Sophie Marchand exigeait le paiement de 50 000 € pour les soins et le soutien fourni à Amélie Marchand pendant ses années de minorité. Elle menaçait d'une action en justice si un plan de paiement n'était pas établi dans les 30 jours. La panique s'est emparée de moi. J'ai appelé David qui m'a immédiatement mis en contact avec son père. Le docteur Dubois a écouté attentivement ma situation, puis a recommandé un ami avocat spécialisé en droit de la famille. Ne réponds à rien pour l'instant, a-t-il conseillé. Obtenons d'abord des conseils professionnels. Le bureau d'avocat de Maître Lambert était modeste mais soigné, avec des diplômes d'école prestigieuses accrochés au mur. Après avoir examiné la facture de Sophie et la lettre juridique, il s'est penché en arrière dans son fauteuil avec une expression perplexe. C'est inhabituel, a-t-il admis. Les tuteurs ne poursuivent généralement pas leurs anciens pupilles pour les dépenses de soins de base, surtout lorsqu'ils ont reçu des prestations gouvernementales à cet effet. Il m'a étudié attentivement. Il se passe quelque chose de plus ici. Raconte-moi tout sur ton temps avec ta tante. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai détaillé la vie avec Sophie, les rappels constants de mon coût, le traitement différent par rapport à Camille, la découverte des relevés de la sécurité sociale et les demandes croissantes d'argent de Sophie une fois que j'ai commencé à travailler. Maître Lambert a pris de nombreuses notes, posant parfois des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, il a fermé son carnet de manière décisive. Je prends votre cas, a-t-il dit. Et je ne pense pas que vous devrez un centime à votre tante quand nous aurons terminé. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation juridique. Maître Lambert a déposé une demande reconventionnelle niant le droit de Sophie au remboursement. Il a également soumis des demandes de dossiers financiers liés à la succession de ma mère et à toute prestation reçue en mon nom. Au cours de ce processus, nous avons découvert des informations surprenantes. Ma mère avait maintenu une modeste police d'assurance vie me nommant comme bénéficiaire. Les fonds auraient dû être placés en fiducie pour mon bénéfice. De plus, il y avait un petit héritage de mes grands-parents maternels dont je n'avais jamais été informé. Où est passé cet argent, ai-je demandé à Maître Lambert lors d'une réunion à son bureau. C'est exactement ce que nous devons découvrir, a-t-il répondu en tapant une autre note. Votre tante avait des obligations légales en tant que votre tutrice pour gérer ses actifs dans votre meilleur intérêt. 2 mois après la demande initiale de Sophie, nous avons reçu un avis de date d'audience. Le procès allait de l'avant, Sophie demandant la totalité des 50 000 € plus les frais de justice. Maître Lambert semblait curieusement satisfait de ce développement. Maintenant, nous aurons la phase de communication des pièces, a-t-il expliqué, le pouvoir légal d'exiger des dossiers financiers qu'elle pourrait autrement retenir. Grâce à des demandes formelles, Maître Lambert a obtenu des relevés bancaires, des déclarations de revenus et des registres de prestations des comptes de Sophie pendant mon séjour chez elle. Ce qu'ils ont révélé était choquant. Non seulement Sophie avait reçu des prestations mensuelles de survivants de la sécurité sociale de plus de 1 000 €,
mais elle avait également perçu le paiement de l'assurance vie et l'argent de l'héritage. Le montant total qui aurait dû être utilisé pour mes soins ou détenus en fiducie s'élevait à près de 190 000 euros. Elle a tout dépensé, a dit Maître Lambert sombrement, en examinant l'analyse financière. Et maintenant, elle vous poursuit pour en avoir plus. Comment est-ce possible, ai-je demandé, fixant les chiffres. Comment a-t-elle pu légalement prendre tout cet argent? Elle ne pouvait pas. C'est tout le problème. Maître Lambert a commencé à organiser les documents dans un dossier de procès. Votre tante n'a pas seulement manqué de subvenir adéquatement à vos besoins en utilisant des fonds spécifiquement désignés à cet effet. Elle a potentiellement commis une fraude. Alors que notre date d'audience approchait, j'ai eu du mal à équilibrer la préparation du procès avec le début de mon nouveau travail à l'hôpital Necker-Enfants Malades. David m'a apporté un soutien indéfectible, m'accompagnant aux réunions avec Maître Lambert et m'aidant à rechercher des cas similaires. La nuit avant le procès, je n'ai pas pu dormir. Les souvenirs de ma mère sont revenus en force, ses mains douces vérifiant ma température quand j'étais malade, son sourire fier lors des événements scolaires, ses encouragements chuchotés quand les tâches semblaient trop difficiles. Que penserait-elle de tout ça? Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai murmuré à sa mémoire. J'essaie d'être forte, maman. J'espère que tu serais fière de ce que je suis devenue malgré tout. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin d'une robe bleu marine conservatrice et de talons bas, les petites boucles d'oreilles en perles de ma mère étant mes seuls bijoux. David m'a conduite au palais de justice où Maître Lambert attendait sur les marches avec un sourire confiant. Prête, a-t-il demandé. Prenant une profonde inspiration, j'ai hoché la tête. Prête. Le palais de justice était un imposant bâtiment en briques avec des colonnes de marbre et de haut plafond qui amplifiaient chaque pas. David et Jasmine m'encadraient alors que nous passions la sécurité, leur présence me donnant une force silencieuse. Maître Lambert nous a conduits à un banc en bois poli devant la salle d'audience C, où nous avons attendu que notre affaire soit appelée. De l'autre côté du couloir, Sophie, oncle Jacques et Camille étaient assis avec leur avocat, un homme élégant dans un costume cher qui n'arrêtait pas de regarder sa montre en or. Sophie s'était habillée pour l'occasion d'un tailleur crème conservateur qui criait la citoyenne respectable. Quand nos regards se sont brièvement croisés, elle m'a adressé un petit sourire confiant qui m'a donné des frissons. Toutes ces années, elle chuchotait à David. Elle m'a fait sentir comme si je prenais la nourriture de sa table, que je portais des vêtements qu'elle pouvait à peine se permettre de fournir. Et pendant tout ce temps. Ne te concentre pas sur elle, a conseillé Maître Lambert, qui avait entendu. Aujourd'hui, il s'agit de faits, pas de sentiments. Laissons les preuves parler. À 9h30, l'huissier a appelé notre affaire. Marchand contre marchand. Juge Hélène Rousseau président. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec seulement quelques spectateurs dispersés sur les bancs. La juge Rousseau, une femme dans la soixantaine, avec des cheveux striés d'argent et des yeux perçants, a hoché la tête vivement alors que nous prenions nos places. J'ai examiné les dossiers dans cette affaire, a-t-elle commencé. Madame Sophie Marchand poursuit sa nièce, Amélie Marchand, pour le remboursement des frais d'éducation des enfants d'un montant de 50 000 euros plus les frais de justice. Mademoiselle Amélie Marchand a déposé une demande reconventionnelle. Procédons aux déclarations liminaires. L'avocat de Sophie, Maître Durand, s'est approché de la barre en premier. Sa voix était douce comme du beurre alors qu'il dépeignait Sophie comme une parente altruiste qui était intervenue après une tragédie, se sacrifiant financièrement pour fournir un foyer stable à sa nièce orpheline. Votre honneur, ma cliente a ouvert sa maison et son cœur lorsque sa sœur est tragiquement décédée, laissant une jeune fille de 13 ans sans ressources et sans disposition pour ses soins. Pendant 5 ans, les marchands ont fourni nourriture, abri, vêtements, soutien éducatif et stabilité émotionnelle pendant une période difficile. Il a fait un geste dramatique vers Sophie, qui avait adopté une expression de patience sainte. Ils ont fait cela sans se plaindre, votre honneur, malgré le fardeau financier important que cela a placé sur leur ménage. Maintenant que mademoiselle Amélie Marchand a obtenu un emploi lucratif en tant qu'infirmière diplômée, ma cliente demande simplement une compensation raisonnable pour ses dépenses extraordinaires. Maître Lambert a pris des notes tout au long de son discours, son expression neutre. Quand son tour est venu, il s'est approché de la barre avec un calme confiant. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas la compensation des frais de garde d'enfants. Elle concerne la responsabilité pour des fonds qui ont été spécifiquement désignés pour les soins d'Amélie Marchand après le décès de sa mère, des fonds qui étaient substantiels et plus qu'adéquats pour subvenir à ses besoins sans contribution supplémentaire de la défenderesse.
La juge Rousseau s'est légèrement penchée en avant. Vous faites référence aux prestations de survivants. Oui, votre honneur, et plus encore. Nous avons des documents montrant que Madame Sophie Marchand a reçu des prestations de survivants de la Sécurité sociale, le produit d'une assurance vie et des fonds d'héritage totalisant près de 190 000 euros, qui auraient dû être utilisés exclusivement pour les soins d'Amélie ou détenus en fiducie pour son avenir. Un léger murmure a parcouru la salle d'audience. La façade composée de Sophie s'est légèrement fissurée alors qu'elle chuchotait de manière urgente à son avocat. C'est une allégation sérieuse, maître, a noté la juge Rousseau. Je devrais voir cette documentation. Procédons au témoignage. Sophie a témoigné la première, décrivant comment elle m'avait sauvé d'un placement potentiel en famille d'accueil après la mort de ma mère. Elle a détaillé les sacrifices que sa famille a faits. Camille partageant sa maison avec une cousine qu'elle connaissait à peine. Les vacances familiales écourtées en raison des frais d'un autre enfant. Le travail émotionnel d'aider une adolescente en deuil à s'adapter. Maître Durand a présenté de manière dramatique la facture détaillée de Sophie, parcourant chaque catégorie de dépenses. Sophie hochait la tête avec ferveur alors qu'il mettait en évidence des articles particulièrement coûteux, des appareils dentaires dont j'avais besoin mais que je n'ai jamais eu, de l'équipement sportif pour des activités auxquelles je n'ai jamais participé, du tutorat spécial qui ne m'a jamais été offert. Et les prestations de la sécurité sociale que vous avez reçues couvraient-elles ces dépenses, a demandé Maître Durand. Sophie a secoué la tête solennellement. Pas même de loin. La prestation mensuelle couvrait à peine sa nourriture. Tout le reste venait de notre poche. Quand Maître Lambert s'est levé pour le contre-interrogatoire, son approche était méthodique. Il a établi Sophie comme ma tutrice légale, responsable de la gestion de tous les actifs ou prestations pour mon bien-être. Puis il a commencé à introduire des pièces à conviction, des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers de la sécurité sociale, des documents concernant la police d'assurance vie de ma mère et des registres de l'héritage de mes grands-parents. Madame Marchand, pouvez-vous expliquer pourquoi vous prétendez avoir des difficultés financières alors que les dossiers montrent que vous avez reçu plus de 3 000 euros par mois désignés spécifiquement pour les soins d'Amélie? Sophie s'est agitée mal à l'aise. Ce n'est pas exact. La sécurité sociale était beaucoup moins. Maître Lambert a présenté un autre document. Ce relevé de la sécurité sociale confirme des paiements mensuels de 1 235 euros versés à vous en tant que tutrice d'Amélie. De plus, vous avez reçu un paiement forfaitaire d'assurance vie de 65 000 euros et des fonds d'héritage de 15 000 euros, tous deux légalement tenus d'être utilisés pour le bénéfice d'Amélie. Où sont allés ces fonds? Le sang-froid de Sophie s'est encore effrité. Il y avait de nombreuses dépenses. Les coûts du ménage ont considérablement augmenté. Nous avons dû déménager dans une maison plus grande pour l'accommoder. Madame Marchand, a poursuivi Maître Lambert, pendant les 5 ans où Amélie a vécu avec vous, ces fonds ont totalisé environ 190 000 euros. Pourtant, vous lui avez fourni des vêtements de seconde main, lui avez refusé des soins orthodontiques, l'avez fait travailler pour payer ses propres besoins de base, et maintenant vous prétendez qu'elle vous doit 50 000 euros supplémentaires. Pouvez-vous expliquer cette divergence? L'avocat de Sophie s'est opposé à plusieurs reprises, mais la juge Rousseau a autorisé la plupart des questions de Maître Lambert, son expression devenant de plus en plus préoccupée à mesure que les réponses de Sophie devenaient plus évasives. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis concentré sur les faits plutôt que sur les émotions. Le traitement différent par rapport à Camille, l'obligation de payer un loyer avec les revenus de mon travail à temps partiel, le manque de soutien pour les dépenses éducatives et la découverte des relevés de prestations dans le bureau d'oncle Jacques. Le contre-interrogatoire de Maître Durand a tenté de me dépeindre comme ingrate et privilégiée. N'était-ce pas généreux de la part des marchands de vous accueillir plutôt que de vous envoyer en famille d'accueil? Ne pensez-vous pas que vous leur devez quelque chose pour le toit que vous avez eu sur la tête pendant 5 ans? Avant que je puisse répondre, la juge Rousseau est intervenue. Maître, la question de savoir si un enfant mineur doit quelque chose à un tuteur légal pour les nécessités de base est inappropriée. Le tuteur a volontairement accepté la responsabilité légale ainsi que les avantages fournis pour les soins de l'enfant. La juge a appelé à une brève suspension après la fin des témoignages. Lorsque le tribunal a repris, elle avait examiné toute la documentation financière fournie par les deux parties. J'en ai assez vu, a annoncé la juge Rousseau en retirant ses lunettes de lecture. Madame Marchand, veuillez vous approcher de la barre. Sophie se leva en tremblant. Sa confiance antérieure s'était évaporée. Madame Marchand, en tant que tutrice légale d'Amélie, vous aviez un devoir fiduciaire d'utiliser tous les fonds désignés pour ses soins, soit pour subvenir à ses besoins immédiats,
soit pour les préserver pour son avenir. Les preuves présentées aujourd'hui suggèrent que vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. La juge a parcouru les documents avant de continuer, sa voix sévère. Vous avez reçu environ 190 000 € destinés aux bénéfices d'Amélie. D'après votre propre témoignage et les preuves présentées, il semble que ces fonds aient été mélangés à vos comptes personnels et utilisés principalement pour les dépenses de votre famille, pas celles d'Amélie. Sophie a tenté d'interrompre, mais la juge Rousseau a levé la main. Je n'ai pas fini. Non seulement vous avez apparemment détourné ces fonds, mais vous avez maintenant eu l'audace de poursuivre votre nièce pour de l'argent supplémentaire, en réclamant des dépenses qui auraient dû être plus que couvertes par les prestations que vous avez reçues. Elle s'est tournée pour s'adresser à toute la salle d'audience, sa voix résonnant d'autorité. Je rejette la plainte de Madame Marchand avec préjudice. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la République pour enquête sur un détournement potentiel des prestations de la sécurité sociale et un manquement à l'obligation fiduciaire. La salle d'audience a éclaté en murmures. David a serré ma main si fort que ça m'a presque fait mal. Jasmine essuyait des larmes de ses yeux. La juge Rousseau a continué, « Mademoiselle Amélie Marchand, vous avez le droit de poursuivre le recouvrement civil des fonds détournés si vous le souhaitez. Mon greffier vous fournira des informations sur ce processus si vous décidez de procéder. » Avec un dernier coup de marteau, c'était fini. Sophie est restée figée près de la barre, le visage cendré. Oncle Jacques fixait le sol tandis que Camille textait frénétiquement sur son téléphone. En sortant de la salle d'audience, Maître Lambert a souri largement. Félicitations. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, en train de digérer les paroles de la juge. C'est à vous de décider, a répondu Maître Lambert. Vous pourriez poursuivre le recouvrement des fonds, mais cela signifierait une autre bataille juridique, ou vous pouvez considérer cela comme clos et avancer dans votre vie. David a mis son bras autour de mes épaules. Quelle que soit votre décision, vous n'êtes pas seul. En regardant Sophie être consolée par son avocat, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être, le soutien familial qui m'avait été refusé, l'amour qui aurait dû suivre la mort de ma mère. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. La libération de la culpabilité et de l'obligation dont Sophie m'avait accablé pendant des années. Dehors, sous la lumière vive du soleil, j'ai pris ma décision. Je ne veux pas de leur argent. Je veux juste clore ce chapitre et commencer ma propre vie. Maître Lambert a hoché la tête avec compréhension. Parfois, la victoire qui compte le plus n'est pas financière. C'est la reconnaissance de la vérité. En descendant les marches du palais de justice, j'ai remarqué une silhouette familière qui attendait en bas. Madame Jacquet, ma professeure de biologie et mentor du lycée, était venue me soutenir. Sa présence était la validation finale dont j'avais besoin, un rappel que la vraie famille n'est pas toujours définie par le sang. Les jours qui ont suivi le procès ont apporté un étrange mélange d'émotions, soulagement, justification, une tristesse persistante et un nouveau sentiment de liberté. David m'a ramené du palais de justice dans un silence pensif, me serrant parfois la main quand les mots semblaient inadéquats. Jasmine et les Parker avaient organisé un petit rassemblement dans mon appartement, leur façon de montrer leur soutien sans célébrer explicitement ce qui avait été, au fond, une tragédie familiale. Alors que mes amis partageaient de la nourriture et une conversation tranquille, je me suis glissé sur mon petit balcon pour un moment de solitude. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la ville, un rappel visuel qu'un chapitre se terminait tandis qu'un autre commençait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Ce n'est pas fini. La famille ne traite pas la famille de cette façon. J'ai fixé le message, reconnaissant l'ironie amère de ces mots. La famille ne traite pas la famille comme elle m'avait traité, comme une transaction financière, un fardeau, une obligation plutôt qu'une personne à aimer. Pour la première fois, j'ai supprimé son message sans ressentir de culpabilité ni d'obligation de répondre. David m'a rejointe sur le balcon, enroulant sa veste autour de mes épaules contre le froid du soir. « Ça va ? » « Je crois que ça ira, » ai-je répondu honnêtement. C'est juste beaucoup à digérer. Le lendemain matin, j'ai commencé ma première garde officielle à l'hôpital Necker enfant malade. Franchir ces portes en blouse et avec les boucles d'oreilles en perles de ma mère, c'était comme accomplir une promesse faite il y a longtemps. L'unité de soins intensifs pédiatriques était exigeante mais gratifiante, chaque petit patient me rappelant pourquoi je m'étais battu si fort pour arriver là. Ma superviseure, l'infirmière Karen, m'a prise sous son aile,
me guidant patiemment à travers les protocoles et m'initiant aux exigences émotionnelles uniques des soins infirmiers pédiatriques. Vous avez un don naturel avec les enfants, a-t-elle observé lors de ma première semaine. Certaines infirmières mettent des années à développer ce genre de lien. Je ne lui ai pas parlé de mes propres pertes d'enfance. Pas encore. Ses blessures étaient encore en train de guérir. Les cicatrices encore sensibles au toucher. Au lieu de cela, j'ai canalisé mes expériences en empathie pour mes patients et leurs familles, reconnaissant la peur dans les yeux des parents et le courage des enfants confrontés à une douleur qui les dépasse. 2 semaines après le procès, oncle Jacques a appelé. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. Amélie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais que tu saches que je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce que faisait Sophie. La sécurité sociale, oui, mais pas l'assurance vie ni l'héritage. Tu l'as quand même laissé me traiter comme un fardeau, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. Tu as regardé ça se produire tous les jours pendant 5 ans et tu n'as rien fait. Son lourd soupir a traversé le téléphone. Tu as raison. Ma passivité me rend complice. J'aurais dû te protéger et j'ai échoué. Je suis désolé, même si je sais que c'est insuffisant. Après une longue pause, il a ajouté, Sophie et moi nous séparons. Le procès a été un signal d'alarme sur qui elle est vraiment, sur qui je me suis permis de devenir en restant à ses côtés. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à l'effondrement de leur mariage, seulement une tristesse compliquée pour la famille qui aurait pu être la mienne, mais ne l'a jamais vraiment été. J'espère que vous trouverez la paix, oncle Jacques. Je le pense vraiment. Cette conversation a marqué le dernier contact direct avec le foyer de Sophie. Par des relations mutuelles, j'ai appris que le procureur de la République avait décidé de ne pas engager de poursuite pénale, mais avait exigé que Sophie suive des cours de gestion financière et effectue des services communautaires. Camille envoyait occasionnellement des messages hostiles sur les réseaux sociaux, ce que j'ai finalement résolu en bloquant ses comptes. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai établi des routines dans ma nouvelle vie, des gardes exigeantes mais épanouissantes à l'hôpital, des soirées tranquilles avec David à planifier notre avenir, des brunchs le week-end avec Jasmine et des amis de l'école d'infirmière. L'appartement s'est lentement transformé d'un espace stérile en un véritable foyer rempli de plantes, de photographies et de petits trésors qui représentaient mon identité émergente. Un après-midi de septembre, j'ai reçu un email inattendu du service des ressources humaines de l'hôpital. Un fonds en fiducie avait été créé au nom de ma mère pour fournir des bourses à des étudiants en soins infirmiers issus de familles monoparentales. Le donateur anonyme avait demandé que je fasse partie du comité de sélection si j'étais d'accord. La documentation jointe révélait que le fonds avait été doté d'exactement 50 000 €, le montant que Sophie m'avait réclamé. Une note séparée du service juridique de l'hôpital confirmait que le don provenait d'oncle Jacques. Ce soir-là, j'ai appelé Madame Jacquet pour partager la nouvelle. Après toutes ces années, elle restait ma conseillère de confiance dans les moments compliqués de la vie. On dirait que c'est sa façon de se racheter, a-t-elle observé, non pas d'effacer le passé, mais d'essayer de créer quelque chose de positif à partir de celui-ci. Devrais-je accepter le poste au comité, ai-je demandé. Une partie de moi ne veut rien avoir à faire avec quoi que ce soit lié à cette famille. Considère ceci, a-t-elle répondu pensivement. Le poste au comité ne les concerne pas. Il s'agit d'honorer ta mère et d'aider des étudiants qui partagent ton expérience. Ne laisse pas Sophie te prendre cette opportunité aussi. Sa sagesse, comme toujours, a dissipé ma confusion. Le lendemain, j'ai accepté le poste, mon premier petit pas pour transformer la douleur en but. Au fur et à mesure que ma première année de soins infirmiers professionnels progressait, je me suis senti de plus en plus attiré par le travail avec des enfants issus de situations familiales difficiles. Leur résilience me rappelait mon propre parcours, leurs petites victoires devenaient des triomphes personnels que je célébrais à leur côté. L'assistante sociale de l'hôpital a remarqué mon lien avec ses patients et m'a invité à rejoindre un programme de soutien pour les enfants en famille d'accueil ou en tutelle familiale. Parfois, la meilleure guérison vient en aidant les autres à traverser des luttes similaires, a-t-elle expliqué. David a soutenu mon implication croissante dans ces programmes, m'accompagnant souvent à des événements pour les enfants. Son internat en médecine était exigeant, mais nous nous ménagions du temps pour notre relation, planifiant un petit mariage pour le printemps suivant. Les Parker et les Dubois m'avaient essentiellement adopté dans leur famille, me fournissant le réseau de soutien aimant qui m'avait manqué pendant tant d'années. 6 mois après le procès, le jour de l'anniversaire de ma mère, je me suis enfin senti prête à visiter sa tombe. David a proposé de venir avec moi,
mais c'était un voyage que je devais faire seul. Le cimetière était paisible, les feuilles d'automne créant un auvent doré au-dessus de la modeste pierre tombale. J'ai déposé des fleurs fraîches à côté de son nom, puis je me suis assise sur l'herbe pour tout lui raconter. Ma carrière d'infirmière, la vérité sur Sophie, le fait de trouver l'amour avec David et le fonds de bourse portant maintenant son nom. J'ai survécu, maman, ai-je murmuré, les larmes coulant librement. Pas seulement survécu, mais j'ai trouvé le moyen de m'épanouir. Je pense que tu serais fier de ça. Sur le chemin du retour, j'ai fait un détour pour rendre visite à Madame Bernard, notre ancienne voisine qui m'avait gardé le jour du diagnostic de ma mère. Maintenant dans ses 80 ans, elle m'a accueilli avec une joie surprise, servant du thé dans des tasses ébréchées alors que nous rattrapions les années passées. Ses murs affichaient toujours des photographies de ses propres enfants et petits-enfants. Et là, sur une étagère bondée, se trouvait une petite photo encadrée de ma mère et moi lors d'une fête d'anniversaire il y a longtemps. Elle était si fière de toi, se souvint Madame Bernard, suivant mon regard vers la photographie. Elle disait toujours que tu avais sa compassion, mais 2 fois sa détermination. On dirait qu'elle avait raison. Ces petites reconnexions avec mon passé ont aidé à reconstituer le récit fragmenté de ma vie. Chaque conversation, chaque souvenir partagé par ceux qui avaient connu ma mère, ajoutait un autre fil à la tapisserie de mon identité, séparé des distorsions et manipulations de Sophie. Au fur et à mesure de ma guérison, j'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Le docteur Lin m'a aidé à comprendre que le traitement de Sophie n'était pas de ma faute, que les enfants ne sont pas responsables de mériter l'amour ou les soins de leur tuteur. Peu à peu, les cauchemars ont diminué. Les crises d'angoisse sont devenues moins fréquentes, et la culpabilité réflexe de coûter trop cher a commencé à s'estomper. La partie la plus difficile de la guérison, a observé le docteur Lin lors d'une séance, est d'accepter que certaines personnes qui auraient dû nous aimer en étaient incapables. Leur limitation ne diminue pas votre valeur. Ces mots sont devenus un mantra dans les moments difficiles. Un rappel que la froideur de Sophie reflétait son caractère, pas ma valeur. 1 an après le procès, j'ai reçu un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait l'épinglette d'infirmière de ma mère de sa remise de diplôme, ainsi que plusieurs photographies que je pensais perdues pour toujours. Une brève note d'oncle Jacques expliquait qu'il les avait trouvées dans un entrepôt en déménageant dans son nouvel appartement. Cette petite épinglette en laiton est devenue un talisman que je portais dans ma poche lors des gardes difficiles, un lien tangible avec la femme dont l'amour m'avait façonné bien plus profondément que la négligence de Sophie ne l'a jamais pu. La vie continue de se dérouler de manière à la fois attendue et surprenante. David et moi nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie entourée de notre famille choisie. Nous économisons pour une maison où nous pourrons construire l'environnement chaleureux et solidaire que nos 2 enfances ne nous ont pas entièrement fourni. Ma carrière progresse régulièrement avec une promotion récente au poste d'infirmière en chef dans l'unité pédiatrique. Le fonds de bourse au nom de ma mère a déjà aidé 3 étudiants à poursuivre des études en soins infirmiers. Chaque bénéficiaire me rappelle moi-même il y a quelques années, déterminée, résiliente, portant des fardeaux invisibles tout en travaillant vers un avenir bâti sur le service aux autres. En regardant le chemin parcouru depuis cette jeune fille terrifiée de 13 ans serrant la lettre de sa mère jusqu'à la femme que je suis aujourd'hui, je reconnais la vérité profonde qui a émergé de toute cette douleur. La famille n'est pas définie par le sang ou les documents légaux. Elle est créée par l'amour, le respect et le soutien mutuel, des qualités que Sophie n'a jamais comprises, mais que j'ai trouvées en abondance avec les personnes qui ont choisi de marcher à mes côtés. Les paroles de la juge dans cette salle d'audience ont fait plus que rejeter le procès de Sophie. Elles ont validé ma valeur et mon droit à être traité avec dignité. Mais la vraie victoire n'était pas juridique. C'était d'apprendre que malgré tout, je restais capable de confiance, d'amour et de connexion. Sophie a pris mon enfance, mais elle n'a pas pu prendre mon avenir ni ma capacité à la joie. Si vous lisez ceci et que vous luttez avec une famille qui vous traite comme un fardeau plutôt que comme une bénédiction, sachez que votre valeur n'est pas déterminée par leurs limitations. La vraie famille voit votre valeur sans calculer votre coût. Parfois, nous devons créer cette famille pour nous-mêmes, en construisant des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation.